Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce septième épisode de la série pour créer un dungeon crawler en 2D facilement sur Unity. Un épisode qui s'est un petit peu fait attendre, j'ai eu pas mal de contretemps donc toutes mes excuses pour ce petit retard. Je vais essayer de reprendre le rythme habituel d'un épisode par semaine, même si ça va être un petit peu difficile, donc si jamais vous voyez qu'un épisode ne sort pas en temps et en heure, pas de panique, c'est probablement qu'il arrive quelques jours après. Bref, aujourd'hui on va parler des ennemis encore et toujours, mais aujourd'hui on va surtout ajouter la possibilité de les éliminer proprement avec un système de dégâts. Jusqu'à maintenant, pour éliminer nos ennemis, il nous suffisait de leur asséner un seul coup et cela faisait disparaître l'objet. Efficace, certes, mais pas forcément très propre et visuellement agréable. Donc aujourd'hui, on va remédier à tout ça. On se retrouve donc directement dans notre projet habituel. La dernière fois, j'avais désactivé l'ennemi, donc il est toujours dans la hiérarchie. Je vais juste le réactiver ici dans l'inspector, vu que c'est sur lui qu'on va surtout travailler aujourd'hui. Contrairement à notre joueur, pour lequel on a des cœurs en haut à gauche qui vont représenter les points de vie, pour notre ennemi, on ne va pas afficher sa vie à l'écran. C'est quelque chose d'assez commun dans ce type de jeu. Son but au joueur, ça va être d'éliminer les ennemis le plus rapidement possible et donc de les enchaîner. Ce qu'on va donc faire, c'est ajouter une animation lorsque l'ennemi va prendre un coup, pour qu'on ait quand même un retour visuel, que le joueur sache qu'effectivement le coup qu'il a asséné a bien été pris en compte. Et on ajoutera également une deuxième animation, l'animation de mort, qui va être assez semblable à ce qu'on a fait pour le joueur la dernière fois. Alors, l'animation de mort de notre ennemi, on l'a déjà, on l'avait importé dès le début. Par contre, l'animation où l'ennemi prend un coup, celle-là, j'avais oublié de l'intégrer dans la tilesheet initiale, donc c'est pas très grave, on va importer une deuxième tilesheet avec uniquement cette animation de prise de coup, qu'on appellera hit. Pour télécharger cette animation, vous avez l'habitude, on se retrouve sur le repo GitHub des assets pour le Dungeon Crawler. Aujourd'hui, on est à l'épisode 7. On va donc télécharger ici le fichier Unity Package pour l'épisode 7. Vous pouvez donc cliquer dessus et sur la droite, on va faire les points qu'il y a ici et Download pour télécharger le fichier Unity Package. Une fois téléchargé, on peut cliquer dessus. Unity va alors prendre le relais comme d'habitude et on retrouve ici un seul fichier qui s'appelle orcbasedamage.png. Donc ça va simplement être 4 frames qui vont représenter l'ennemi lorsqu'il va prendre un coup. Donc, on va l'importer, on va voir ça en détail dans un instant. On la retrouvera directement dans le dossier Asset et elle est juste ici. Normalement, je l'ai préconfigurée, vous n'avez donc rien à faire sur la droite, vérifiez que vous avez bien tous les mêmes paramètres que moi. Sprite mode multiple, 8 pixels par unité, le point no filter et la compression désactivée. En théorie, si vous ouvrez d'ailleurs avec la petite flèche ici, vous devriez déjà avoir la tailsheet qui est même prédécoupée avec les différentes tiles que vous pouvez voir ici dans la preview. Donc c'est parfait, je vous propose qu'on commence dès maintenant à créer les deux animations pour notre ennemi, comme ça c'est fait, et ensuite on s'occupera de la partie technique. On peut donc sélectionner notre ennemi, on va aller dans Window, Animation, Animation, on va mettre cette fenêtre par ici, on va aller ici créer une nouvelle animation, donc on clique sur Idle, Create New Clip. Cette animation, ça va être l'animation Hits, celle où l'ennemi va prendre un coup. On va pouvoir l'enregistrer dans notre dossier animation, ennemi, avec toutes les autres. Sauvegarder. Et pour ces animations hits, on va directement importer donc les 4 frames issus de la sprite sheet qu'on vient d'importer dans le projet. Donc on peut les prendre, on fait un glisser-déposer. On va dézoomer un petit peu et je vais tirer tout cet ensemble jusqu'à 1 pour faire un petit test. Je vais appuyer sur play et ici on peut voir donc l'ennemi qui prend des dégâts. Donc voilà l'animation qui va se jouer lorsqu'un ennemi va prendre un coup du joueur. Alors c'est peut-être un petit peu long d'aller jusqu'à 60 ici. Donc si je vais jusqu'à 30 peut-être, c'est déjà un petit peu mieux. Je vais diminuer encore un tout petit peu. Je vais tirer jusqu'à 20. Voyons ce que ça donne. 20, ça m'a l'air pas trop mal. Vu que les animations de prise de coup et d'attaque, etc., elles vont vraiment s'enchaîner assez vite, donc on en a déjà parlé, hein, je vous avais dit que ça restera un jeu qui va être assez dynamique, il ne faut pas que les animations soient trop longues non plus. Donc là, pour l'animation du hit, on a les 4 frames qui vont s'enchaîner, ce sera parfait. Donc cette animation est terminée, on va pouvoir enchaîner avec la suivante. Donc on va cliquer sur le nom de l'animation et on va en créer une nouvelle. Cette fois-ci, ce sera Die, comme on l'a déjà fait pour le joueur. Et l'animation de mort de notre ennemi, comme je vous l'ai dit, elle est intégrée dans la tilesheet initiale. Donc normalement, vous l'avez rangée dans Asset, Art. Vous cherchez Org Tilesheet, vous l'ouvrez.
Vous retrouverez donc les frames que vous connaissez et on va en avoir un certain nombre. Combien est-ce qu'on en a? On a 12 sprites, les 12 derniers qui vont représenter donc l'animation de mort. La première frame étant celle-là, qui s'appelle normalement orc-sheet 16. On peut la sélectionner, on sélectionne toutes les suivantes, vous devriez en avoir 12 de sélectionnées, et on va simplement glisser-déposer ça dans la fenêtre animation. Alors l'animation de mort, elle, on peut se permettre de faire une animation un petit peu plus longue. Je vais tirer jusqu'à 2 pour voir un petit peu ce que ça donne. Sachant que c'est la dernière animation qui va se jouer, hein. Après l'ennemi il va disparaître, donc on peut prendre notre temps à ce moment-là. Si j'appuie sur play, on voit que l'ennemi tourne sur lui-même, il tombe par terre et il va disparaître petit à petit dans une flaque. On va peut-être diminuer à 1,30 pour voir. On va appuyer sur play. Voilà, là ça me paraît déjà un petit peu mieux. Par contre, à la différence de ce qu'on a fait pour l'animation du joueur, c'est quelqu'un qui m'avait fait la remarque dans les commentaires et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Si vous vous souvenez bien, sur le joueur, on avait fait en sorte qu'une fois arrivé tout à la fin de l'animation, on va désactiver complètement le visuel du joueur. La raison à ça, c'est que la dernière frame, d'ailleurs on le voit ici, il reste encore un petit pixel, donc il reste une trace de l'ennemi. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'un personnage est éliminé, que ce soit un ennemi ou le joueur, on ne l'affiche plus du tout. Et donc j'avais ajouté un animation event avec une méthode derrière qui allait désactiver le visuel, etc. Mais quelqu'un avait fait une très bonne remarque dans un épisode précédent. On peut en réalité simplement sélectionner notre ennemi, celui qui est dans la scène. On va cliquer sur le bouton rouge ici pour enregistrer les actions que je vais effectuer dans l'animation. Et je vais me mettre juste après la dernière frame, donc à peu près ici, hein, juste après la dernière. Et on va simplement décocher ici le Sprite Renderer. Et normalement, directement, vous verrez sur la gauche ici un petit changement dans la colonne avec l'ajout du Sprite Renderer qui va donc se désactiver tout à la fin. Ce qui fait que si on repasse l'animation en revue à la main, au début on voit bien l'ennemi, on a l'animation qui se joue, et une fois arrivé tout à la fin, dans cette dernière frame, on arrive à la dernière clé et là on ne voit plus rien. C'est parce que le composant Sprite Renderer sera désactivé via l'animation. Ce sera beaucoup plus simple de le faire directement dans l'animation plutôt que d'utiliser un animation event comme on l'avait fait pour le joueur. Cela étant dit, pour le joueur, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir utilisé un animation event vu que par la suite on va ajouter plus de conséquences à la mort du joueur. Quand un ennemi meurt, on s'en fiche, on passe à la suite. Quand le joueur meurt par contre, il faudra afficher le game over à l'écran, la possibilité de relancer le jeu, etc. Donc une fois que cette clé est ajoutée, on peut couper l'enregistrement en appuyant sur le même bouton rouge et nos deux animations sont prêtes. On va aller récupérer ces animations, donc dans animation, ennemi, on devrait retrouver maintenant hit et die. Peut-être que chez vous, vous les avez enregistrés autre part. Donc on va les sélectionner les deux et on va désactiver le loop time comme d'habitude. Ce n'est pas des animations qui sont censées se jouer en boucle. Et maintenant qu'on en a terminé avec ces animations, il va falloir qu'on les ajoute dans l'animator de l'ennemi. Je ne devrais plus avoir besoin de la fenêtre animation, je vais donc la fermer pour avoir un peu plus de place. Je vais sélectionner donc mon ennemi, on va aller dans son animator qui est juste ici, on peut double-cliquer dessus. On retrouve maintenant donc dans cet animator les deux animations ici, hit et die, qu'on va tout de suite aller connecter au reste. Dans Parameters, on va ajouter deux paramètres. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Donc c'est des systèmes qu'on a créés ensemble et ce qu'on va faire là tout de suite, rajouter des animations, c'est vraiment des choses qu'on a fait encore et encore pour le joueur et les ennemis. Donc je passe rapidement dessus, on va ajouter un nouveau paramètre trigger qu'on va appeler hit, et on va ajouter un autre paramètre trigger qu'on va appeler die. En fait, on va leur donner le même nom que les animations. On va commencer par hit, donc lorsque l'ennemi va prendre un coup, et que ce coup n'est pas un coup fatal, sinon c'est l'animation de mort qui se jouera, mais ça on en reparlera après. Cette animation hit, elle peut être jouée n'importe quand. Quand l'ennemi il est en train d'attaquer, il peut prendre un coup. Quand l'ennemi il est en attente, en idle, il peut prendre un coup, et quand il est en walk également. Donc en fait, c'est un peu comme l'animation d'attaque. On va partir de AnyState. On va faire un clic droit, créer une transition vers hit, et on va dire que sur cette transition, on va ajouter une condition qui est hit. Donc lorsque l'ennemi aura l'info qu'il a été touché, directement, on va appeler ce trigger, ce qui va jouer l'animation. Mais l'animation hit, un petit peu comme l'animation d'attaque, ce n'est pas une impasse. Une fois que cette animation est terminée, il faut qu'on reprenne la boucle habituelle. Donc il faut redonner la possibilité à notre ennemi de jouer son animation d'attente ou son animation de marche selon sa vitesse. Donc c'est exactement ce qu'on a fait pour l'animation d'attaque.
Donc là, on va le refaire. Je vais juste un peu monter ça pour que les transitions soient un peu plus lisibles. Et depuis hit, on va donc créer une transition vers idle, qui sera ici avec un as exit time, très important, hein. On veut attendre que la fin de l'animation de hit se joue pour revenir à l'animation d'attente. La condition sera ici que la vitesse soit inférieure, less 0,1. Et on va créer une autre transition depuis hit vers walk, qui sera si la vitesse est supérieure à 0,1. Donc des choses qu'on a déjà faites. Libre à vous de réorganiser un petit peu ces petites cases comme vous voulez, hein. Ça ne change rien si vous mettez ça un peu plus à gauche ou un peu plus à droite que chez moi. Ça ne change rien tant que les transitions sont les mêmes. Donc quand on a beaucoup d'animations et beaucoup de transitions, bah, ça peut devenir un peu compliqué. On a des flèches qui se croisent, etc. Donc faut pas hésiter un petit peu chez vous à réorganiser ça si ça peut être plus clair pour vous. En tout cas, pour l'animation de hit, on est bon. On a maintenant l'animation die qui, elle, va être beaucoup plus simple à gérer, vu que c'est ce qu'on appelle une impasse depuis AnyState, vu que peu importe l'animation en cours, l'ennemi peut mourir, qu'il soit en train d'attaquer, d'attendre, de se déplacer. S'il prend le coup fatal, il prend le coup fatal. On va donc créer une transition depuis le AnyState vers die, et ici, on va simplement mettre la condition die. Maintenant que les animations et les transitions sont faites, eh bien on va pouvoir passer à la partie un petit peu plus fun, c'est-à-dire programmer tout ça. Je vais revenir dans ma scène, je vais sélectionner mon ennemi et je vais ouvrir le script ennemi AI, donc le cerveau en quelque sorte de notre ennemi, qui aujourd'hui lui permet d'effectuer de dégâts, de se déplacer, etc. Ce script, en plus de gérer tout ce que je viens d'énumérer, va aussi contenir la vie de notre ennemi, donc ses points de vie et également la méthode associée qui va lui permettre de perdre des points de vie. Donc juste au-dessus de la void de start, je vous propose qu'on ajoute ici plusieurs variables. Tout d'abord, on va ajouter une variable int, vu que les points de vie sont des nombres entiers. On n'aura pas de points de vie à virgule, hein, tout comme le joueur d'ailleurs. Et ici, on va créer deux variables que vous avez déjà vues pour le joueur, maxElf, qui sera la vie maximale de notre ennemi. Par défaut, je vais mettre 2 points de vie, c'est-à-dire que l'ennemi, quand il va se faire attaquer, il va perdre un point de vie. On va jouer l'animation hit, et s'il reprend un coup, eh bien, on jouera l'animation die, parce qu'il sera éliminé. Il n'a que 2 points de vie. Bien évidemment, le nombre de points de vie d'un ennemi, vous pourrez le modifier soit ici, soit directement dans l'inspecteur ultérieurement si vous le voulez. On va ajouter une autre variable int, qui sera cette fois-ci privée, et qui sera la vie actuelle du joueur. Vie actuelle du joueur qui est en privé, parce qu'on n'est pas censé y accéder nous directement, c'est une méthode qui va gérer la diminution des points de vie. Et pour gagner un petit peu de temps, je vais ajouter une autre variable, alors soit au-dessus, soit en dessous, hein, peu importe, qu'on peut mettre en privé, qui sera une booléenne, et qui va être très semblable à une autre variable qu'on a créée sur le joueur, qui est isAlive. Par défaut, à true. IsAlive donc est en vie. Par défaut, on considère qu'un ennemi est en vie, et lorsque cette variable passera à false, c'est que l'ennemi sera éliminé. Elle va nous être utile pour faire en sorte que lorsque l'ennemi est éliminé, qu'il le soit réellement, en quelque sorte. Parce qu'une fois que l'ennemi il est éliminé, on n'a pas envie qu'il continue de calculer les chemins, on ne veut pas qu'il continue de se déplacer, d'attaquer, etc. Donc on va se baser sur isAlive pour faire ces vérifications et empêcher l'ennemi de faire des choses qu'on ne veut pas qu'il fasse une fois éliminé. Comme pour le joueur, on va créer une void awake, qui pour rappel est lue avant même la fonction start qui est juste en dessous, et on va y inscrire currentElf égale maxElf. On va faire en sorte que dès le début du jeu, notre ennemi ait tous ses points de vie. Comme je vous le disais, et si déjà on est dans le script, on va en profiter, on va ajouter les vérifications sur isAlive partout où c'est nécessaire. On peut donc descendre un petit peu, on va faire ça dans plusieurs méthodes. UpdatePath nous permet de définir et de trouver le chemin entre l'ennemi et le joueur. Donc d'avoir le chemin le plus court qu'on va ensuite aller suivre. Et ce calcul de chemin, eh bien, on le fait uniquement si le seeker est prêt à calculer un nouveau chemin. Et bien nous, on va aller un petit peu plus loin dans cette même condition ici. On va dire que pour pouvoir aller demander un nouveau chemin, il faut que isAlive soit également à true. Si l'ennemi est éliminé, ça ne sert à rien qu'on aille calculer des chemins qui n'ont aucun usage derrière. On peut descendre un petit peu dans la void update, ça va être pareil. Ici, on va notamment jouer la bonne animation de déplacement et gérer le flip du sprite renderer, etc. Donc on peut juste dire que si point d'exclamation isAlive, donc si l'ennemi il est éliminé en fait, on va simplement faire un return.
On va même pas lire le code qui est à la suite. On peut descendre un petit peu. Fixed update, ça va être le même principe. Sachant qu'ici, on a déjà un truc un petit peu semblable. Si on n'a pas de path ou que le current waypoint est trop élevé, eh bien on va return. On va pas avoir besoin de lire tout ce qu'il y a là derrière. Et bah ça va être pareil. On va ajouter un pipe, comme on l'a fait ici, avec 2 barres verticales. Je ne me souviens plus du raccourci clavier sur Mac pour le faire, donc je vais juste copier-coller. Et je veux dire que si point d'exclamation is alive, alors on va aussi return. L'idée ici, c'est vraiment de ne pas faire des calculs et des opérations inutiles qui vont coûter des ressources à la machine. Quand l'ennemi il est éliminé, il est éliminé. Plus besoin de faire autre chose avec lui. Et au-delà de l'aspect ressources et calculs inutiles, c'est aussi que si on ne fait pas ça, notamment dans Fixed Update, cette méthode, c'est celle qui permet à notre ennemi de se déplacer. Donc si on ne fait pas cette vérification, bah, l'ennemi va continuer de se déplacer alors qu'il est éliminé. Mais maintenant, on devrait être tranquille. Maintenant, toujours dans ce script, on va ajouter une méthode qui va nous permettre d'effectuer des dégâts à notre ennemi. Donc on peut aller tout en bas du script et on va créer donc une méthode qui va s'appeler takeDamage et que, encore une fois, bah, vous connaissez un petit peu, vu qu'on l'avait déjà ajouté, si je ne dis pas de bêtises, pour le joueur. Cette méthode, elle va notamment être appelée depuis le script d'attaque du joueur et on va passer donc un certain nombre de dégâts en paramètres pour ensuite déduire la vie de l'ennemi. Donc à l'intérieur de cette méthode, première chose à faire, ça ne sert à rien d'infliger des dégâts à notre ennemi s'il n'est pas en vie. Donc on va ajouter, comme pour les autres méthodes, une vérification sur is alive. Si notre ennemi est effectivement en vie, eh bien super, on l'a touché. On va donc diminuer current health de damage, donc le nombre de points de dégâts qu'on a passé ici en paramètre. On va ensuite vérifier si la vie actuelle de notre ennemi inférieure ou égale à 0, ça veut dire que eh bien, l'ennemi il est éliminé. Il a pris des dégâts mortels et on va donc dire qu'il n'est plus en vie. Is alive passe à false. Et au niveau de l'animator, on va envoyer le trigger die qui va nous permettre de jouer l'animation de mort de l'ennemi. À cette condition, on va ajouter un else. Donc si l'ennemi il a plus que 0 points de vie, ça veut dire qu'il a pris un coup, mais qu'il en a encore suffisamment pour être en vie. À ce moment-là, on va juste jouer le trigger hit, qui va permettre de jouer l'animation de prise de coup, celle qu'on a créée tout à l'heure. Et on va ajouter une petite subtilité ici, c'est qu'on va dire que current cooldown va être égal à attack cooldown. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, avec cette ligne, on va définir que lorsque l'ennemi va prendre un coup, si jamais il était en train d'attaquer ou qu'il s'apprête à attaquer, eh bien, il va annuler son attaque. On va considérer que le coup qu'il prend va le déstabiliser, va le repousser, et donc il va devoir recommencer son attaque, mais seulement après un petit délai, pour pouvoir se remettre du coup qu'il a pris. En fait, si on fait pas ça, eh bien le joueur et l'ennemi, ils vont bêtement se taper en boucle en même temps qu'ils prennent des coups. Et ça rendrait les combats particulièrement inintéressants. C'est un petit peu comme si à la boxe, on n'avait pas le droit de bloquer les coups et qu'on pouvait que en donner. Ici, quand l'ennemi va prendre un coup, il va être déstabilisé, il va devoir se reprendre en main, et on va donc ajouter un léger délai avant qu'il puisse réattaquer le joueur. Et pour ça, on va utiliser le système de cooldown qu'on a mis en place la dernière fois. Pour Enemy AI, pour l'instant, c'est terminé, enfin du moins pour cette première version. On va donc revenir à Unity et on va maintenant faire en sorte de pouvoir appeler cette méthode takeDamage qu'on vient de créer depuis le script de notre joueur PlayerAttack. On peut donc directement ouvrir. On va descendre dans la méthode performAttack dans laquelle on avait ajouté ces lignes au fil des épisodes précédents avec uniquement un destroy sur l'ennemi. Donc là, on one-shotait l'ennemi, on envoyait une attaque, on ne se posait pas la question de s'il avait des points de vie, on faisait juste disparaître l'ennemi de la scène. Et j'avais également ajouté un debug.log. À ce niveau-là, ça va un petit peu changer, donc on va enlever tout ça. On va créer une variable temporaire enemy AI qui va correspondre au script de l'ennemi qu'on a touché. Donc on peut l'appeler enemy AI ou peut-être enemy script, vu que ça sera peut-être un petit peu plus clair dans ce contexte-là. Et ça va être égal à collider, qui est l'objet qui a été touché par l'attaque. Donc c'est forcément un ennemi, on fait la vérification plus haut. On va récupérer dessus le component enemy AI. Et maintenant qu'on a accès au script, on va pouvoir appeler la méthode takeDamage en passant ici damage
qui est le nom d'une variable qu'on a créée un petit peu plus haut sur le joueur, juste ici. On remarque que je m'étais un petit peu fourvoyé au niveau du nombre de points de dégâts, j'avais mis 10. Je vais plutôt diminuer à 1, sachant que je vais devoir également le faire directement sur Unity. On va revenir sur le logiciel, et dans Player Attack ici, je vais bien mettre 1 point de dégâts, sinon on va one-shotter nos ennemis à chaque fois. Et là, théoriquement, eh bien, on va déjà pouvoir tester le système. Alors je vais juste mettre le joueur un petit peu plus loin par ici. Je vais appuyer sur Play et je devrais être en mesure de infliger des dégâts à mon ennemi. Si je lui donne un premier coup, vous avez vu que l'ennemi, je vais appuyer sur pause, il a joué son animation de prise de dégâts et ensuite pendant un petit instant, il a joué son animation d'attente. Il n'a pas joué directement son animation d'attaque pour riposter, et ça c'est grâce à la ligne qu'on a ajoutée justement sur le fait de reset le cooldown d'attaque après avoir pris un coup. Donc l'ennemi, on l'a vu, il était un petit peu déboussolé d'avoir pris ce coup, et il lui a fallu un petit instant avant de pouvoir réenchaîner et renvoyer une attaque. Je vais enlever la pause et je vais ensuite infliger un autre point de dégâts à mon ennemi, qui cette fois-ci joue directement son animation de mort. Et l'ennemi là, il a disparu. On voit qu'il est plus dans la scène, il se déplace plus, il nous inflige plus de dégâts, hein, on voit que nos points de vie ne bougent pas, donc nous, on est tranquille, on va pouvoir passer à la suite et passer aux ennemis suivants. Donc on n'est pas trop mal, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé aujourd'hui, ajouter des points de vie à nos ennemis, permettre de leur infliger des dégâts, jouer une animation de dégâts et jouer une animation de mort lorsque nécessaire. Mais je vais vous proposer d'aller un petit peu plus loin. Alors déjà, en revenant dans le script Enemy AI, après avoir joué l'animation de mort ici, l'ennemi il apparaît plus dans la scène, on a l'impression qu'il est plus là, mais en réalité, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, il était toujours présent ici dans la hiérarchie l'ennemi. Donc l'objet en lui-même, il est toujours là, c'est juste qu'on ne le voit plus parce qu'on a désactivé ici son sprite renderer après sa mort. Donc toujours dans un souci d'économie de performance, ça sert à rien qu'on garde des objets dans la scène qu'on ne voit plus et qui ne servent plus à rien. L'ennemi qui a été éliminé, il va pas réapparaître. Une fois qu'il est éliminé, c'est terminé. Donc ce qu'on peut faire, c'est que après avoir lancé le trigger pour die, on peut faire un destroy game object pour détruire l'objet courant qui porte ce script, mais on va ajouter une virgule et on a un deuxième paramètre qu'on peut ajouter ici, c'est indiqué là le temps qu'on peut ajouter, un temps optionnel, un délai optionnel avant de détruire l'objet. Notre animation de mort, elle fait 2 secondes et quelques de mémoire, un petit peu moins même. Donc pour voir un peu large, je vais mettre 3F ici pour 3 secondes, ce qui fait que après avoir lancé l'animation de mort, au bout de 3 secondes, l'objet sera détruit. Et à ce moment-là, il apparaîtra plus du tout dans la scène. Et ça nous permet d'éviter d'avoir autant d'objets que d'ennemis éliminés dans la hiérarchie. Parce que si vous avez 50 ennemis dans votre scène, et qu'après avoir éliminé les 50, vous avez toujours 50 objets qui traînent, eh bien ça sert à rien, ça prend juste des performances. Et je vous propose d'aller un petit peu plus loin. C'est une idée que j'ai eue en testant sur cet épisode, on va aller dans Player Attack. Plutôt que de simplement infliger des dégâts à l'ennemi et d'afficher le visuel de prise de dégâts, je me suis dit que ce serait sympa d'ajouter un knockback, un recul en fait lorsque l'ennemi va prendre un coup. Donc lorsque l'ennemi va être touché, il va prendre des dégâts, il va jouer son animation, mais en plus il va un petit peu reculer, comme si le joueur l'avait frappé tellement fort qu'il allait être poussé. Et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire assez facilement. On va pouvoir créer un vector 2 qu'on va appeler knockback, donc un coup de poussée en quelque sorte. Et l'idée dans cette variable, c'est d'avoir uniquement la direction vers laquelle on va pousser l'ennemi. En fait, ça va être l'opposé de la position du joueur. Donc lorsque l'ennemi est face au joueur, il va être poussé en arrière. Quelle que soit sa position dans l'espace, l'ennemi va toujours être poussé en arrière. Et pour ça, on va donc pouvoir faire un collider.transform.position. Donc on va prendre les positions de l'ennemi. On va lui soustraire les positions de l'objet actuel, transform.position. Et on va normaliser cette valeur pour la transformer en une valeur entre 0 et 1. Et maintenant, dans cette variable knockback, on a donc la direction vers laquelle on va pousser l'ennemi. Il ne reste plus qu'à le faire, et ça tombe bien. Vu qu'on a accès au script de l'ennemi, enemy script, on a accès à l'intérieur à RB, son rigid body, et on va simplement pouvoir faire un add force en précisant la direction vers laquelle on va pousser l'ennemi, knockback. Alors, je vais peut-être renommer la variable en knockback direction.
Comme ça, on sait exactement de quoi on parle. On va multiplier cette valeur par une autre variable qu'on va créer juste en haut, un nombre entier qu'on va appeler knockback force. Et par défaut, je vais mettre 5. Je vais plutôt mettre ça là-haut avec les dégâts, plutôt que de le mélanger avec les références à d'autres scripts. Voilà, comme ça on l'a ici. On va multiplier ça par knockback force. Et on va ajouter un deuxième paramètre qui va être le force mode 2D.impulse. Alors vous voyez qu'il y a deux possibilités lorsqu'on applique une force à un objet, c'est soit en utilisant force, qui est celui par défaut je crois, et impulse. Impulse, ça va vraiment être une impulsion, c'est un mode qu'on va utiliser quand on va pousser un objet, quand il y aura une explosion, quelque chose qui va vraiment générer une poussée forte. Et force, c'est plutôt un mode qu'on va utiliser quand on va pousser progressivement un objet. Nous, dans notre cas, ça va être une impulsion parce que, on va dire, le choc va être très violent et on va vraiment repousser l'ennemi. Ok, on peut sauvegarder ce script. On va aller sur Unity pour tester ça. Pour pouvoir essayer ça tranquillement, je vais augmenter un peu le nombre de points de vie de mon joueur. Donc, je vais passer de 3 à 5. Et sur l'ennemi, je vais passer de 2 à 10, par exemple. Juste qu'on puisse tranquillement essayer tout ça. Et vous allez voir maintenant que lorsque je vais attaquer l'ennemi, il va être repoussé à chaque fois un petit peu. Donc vous voyez, à chaque fois, il fait un petit coup en arrière, un petit recul arrière, qui correspond donc à ce fameux knockback. Et ici, j'ai touché l'ennemi 10 fois, donc il est éliminé. Et vous avez vu que là, l'ennemi a complètement disparu de l'inspecteur et de la hiérarchie ici. On n'a plus du tout l'objet ennemi. Si j'arrête le mode play, on voit qu'il revient. Juste avant de mettre fin à cet épisode, on va faire une dernière chose qui m'a été plusieurs fois signalée dans les commentaires des vidéos précédentes. Je vous rassure, je ne l'ai pas oublié, ça va être la détection de l'ennemi, ou le rayon de détection de l'ennemi. En fait, actuellement, l'ennemi, qui soit proche de nous, qui soit un peu plus loin, ou qui soit carrément à l'autre bout de la map, eh bien, il va avoir le même comportement. Il va essayer d'atteindre le joueur et de lui infliger des dégâts. Mais c'est comme si l'ennemi il savait tout le temps où était le joueur. Même un ennemi à l'autre bout du donjon, eh bien, il va traverser les couloirs, traverser les pièces, etc., jusqu'à trouver le joueur. Enfin, il sait déjà où il est, hein, techniquement, mais il va jamais le lâcher. C'est quelque chose qui a été un petit peu critiqué dans les épisodes précédents, mais encore une fois, ce n'est pas un oubli. Je comptais l'ajouter plus tard, chaque chose en son temps. Mais vu que vous avez l'air, pour certains d'entre vous, particulièrement pressés de mettre ça en place, je vous propose qu'on le fasse rapidement aujourd'hui en 2 petites minutes. Donc ce qu'on va ajouter, ça va être sur l'ennemi, au niveau de Enemy AI qu'on peut réouvrir. On va ajouter ici, après Attack Range, une autre variable float qu'on va appeler Detection Range, donc le rayon de détection. Pendant mes tests, je l'avais mis à 7 unités, ce qui me paraissait pas trop mal. Et on va descendre tout en bas dans la méthode drawGizmoSelected, et là on va carrément copier ces deux lignes et on va les coller juste en dessous. On va modifier la couleur ici, on va mettre un jaune par exemple, et on va toujours faire un drawWireSphere, mais bien évidemment ici ce sera Detection Range et non pas Attack. On peut sauvegarder ça et revenir déjà sur Unity pour voir la différence. Autour de notre ennemi, on va voir apparaître ici maintenant un cercle jaune. Donc on avait un cercle rouge qui représentait la distance d'attaque, et on a maintenant un cercle jaune qui va représenter la distance à laquelle l'ennemi va détecter le joueur. C'est-à-dire que si le joueur est en dehors de ce cercle, alors l'ennemi ne va pas le poursuivre. On peut considérer que l'ennemi il voit seulement à une certaine distance, et passer quelques mètres, il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc dans l'exemple courant, là on voit que le joueur il est en dehors du cercle jaune, donc il ne serait pas vu, il ne serait donc pas poursuivi par l'ennemi. Si le joueur rentre dans ce cercle, l'ennemi va le détecter, et il va alors commencer à lui courir après. Voilà ce qu'on va mettre en place, ça va vraiment être très très rapide. Maintenant qu'on a défini la distance à laquelle l'ennemi peut voir des objets, et notamment le joueur, on a juste à ajouter dans notre méthode UpdatePath, juste ici. Tout à l'heure on a ajouté une condition sur isAlive, on va en ajouter maintenant une troisième, et on va dire que la distance entre deux objets, donc on va dire vector2.distance entre transform.position, qui est donc l'ennemi, et target.position, qui est donc le joueur, on va dire que si cette distance elle est inférieure ou égale à detection range, alors on va faire le start path. Dans le cas contraire, on considère que le joueur est trop loin, il n'est pas détecté par l'ennemi, et on va donc pas lui courir après. Et c'est absolument tout ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de faire plus, on n'a pas besoin d'ajouter d'autres cas dans d'autres méthodes.
on peut juste revenir sur Unity et appuyer sur Play. On va voir que l'ennemi, il va pas suivre le joueur. Vous le voyez ici. Je peux m'approcher un petit peu. D'ailleurs, je vois l'ennemi là, dans le coin de l'écran. Par contre, l'ennemi, lui, il me voit toujours pas, parce que je suis toujours pas dans son cercle. Et on peut voir que une fois que j'aurai passé la dalle qui est juste devant moi, il devrait me détecter et commencer à me courir après. Donc j'avance un petit peu, j'atteins le point dont je vous ai parlé, et on peut voir que cette fois-ci, l'ennemi m'a détecté. Donc là, l'ennemi, il était de dos. Nous, on n'a pas ajouté de champ de vision à nos ennemis. On va juste dire que l'ennemi il nous a entendus. On est suffisamment proche de lui, on marche sur des dalles en pierre, donc on n'est pas forcément très discret. Et normalement, si le joueur arrive à sortir du rayon de cet ennemi va arrêter de nous suivre. Alors là, on n'est pas forcément très rapide, donc je vais juste augmenter un petit peu la vitesse de mon joueur. Dans Move Speed ici, on va mettre 9. Je vais reprendre le jeu et cette fois-ci, je vais vraiment courir très très vite, tellement vite que l'ennemi devrait normalement me perdre. Alors, on peut le voir ici, dans l'onglet scène, l'ennemi, à un moment, il s'est arrêté. Il s'est arrêté tout simplement parce qu'il a perdu le joueur. Le joueur, il est plus dans son champ de vision, il est plus dans sa zone de détection, donc il va simplement s'arrêter. On pourrait imaginer aller beaucoup plus loin, hein, ajouter un point de spawn à l'ennemi et dire que s'il l'a perdu, il va revenir à son point habituel. On pourrait faire en sorte que l'ennemi va commencer à patrouiller, il va prendre des points aléatoires ou des chemins très précis qu'il va suivre pour essayer de retrouver le joueur, ou simplement reprendre son parcours de patrouille, s'il en avait un. Mais dans notre cas aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin, on va simplement dire que si l'ennemi il a perdu le joueur, eh bien, il va s'arrêter là où il l'a perdu, et il va essayer de l'attendre. Voilà tout pour ce 7e épisode de la série pour créer un dungeon crawler en 2D sur Unity et tout ça facilement. J'espère que cet épisode vous a plu, merci pour votre patience. J'espère vous retrouver rapidement pour le 8e épisode sur lequel je n'ai pas encore commencé à travailler, donc je ne saurais même pas vous dire sur quel sujet il portera, mais on a encore pas mal de choses à voir, donc pas d'inquiétude, notre jeu avance bien. Un grand merci aux tipeurs du mois dernier, aux donateurs qui sont affichés sur la droite de l'écran. Si vous avez l'envie et la possibilité de soutenir financièrement cette chaîne et donc mon travail, vous pouvez le faire sur la plateforme Tipeee. Le lien est en description, c'est grâce aux dons que cette chaîne existe depuis plus de 10 ans et que tout son contenu est accessible gratuitement sur YouTube. Encore merci à vous et à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!